Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Et je suis en compagnie de Jean-Pierre Marcon. Il est le président du Conservatoire des vieux outils et objets d'antan. Et à côté de lui, il y a aussi Michel Guignard, le secrétaire. Nous sommes au Conservatoire des vieux outils et objets d'antan. Donc, on est entouré de plein de choses. C'est presque une caverne d'Ali Baba. C'est bien ça. On va justement en savoir plus sur ce lieu. C'est à Cardonnet, c'est bien ça, à Saint-Hilaire de Lusignan. Pourquoi ce lieu ici ? Je vais poser la question donc au président, à Jean-Pierre Marcon. Oui, bonjour. Donc pourquoi ce lieu ? Ce lieu, en fait, c'était l'ancien maire, monsieur Pierre Delouvrier, qui nous a permis d'avoir ce local, parce que c'est la mairie qui l'a acheté pour l'agrandissement du cimetière, malheureusement. Et donc nous, on va profiter pendant un certain temps de ce local, parce qu'on a démarré dans le petit village de Lusignan-Grand avec 60 mètres carrés. Et les 60 mètres carrés, en 2 jours, ils étaient pleins. Ici, on a démarré en 2020, on a eu le bâtiment dans un état mémorable, il a fallu nettoyer, recrépir, faire les mezzanines, repeindre, refaire l'électricité, enfin, voilà, on se l'est arrangé comme on voulait. Et donc on a commencé ici avec pas grand chose, et 5 ans après, donc juin 2025, et bien voilà où on en est. Il n'y a plus de place. Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas fait le tour encore exprès. On va faire la visite après. Déjà, on va en savoir plus sur la création de ce lieu, des gens qui l'ont créé aussi. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses à voir. C'est difficile de stopper ses yeux à un endroit parce que ça ouvre la curiosité. Pourquoi vous êtes un groupe de passionnés. Qu'est-ce qui vous anime dans ce projet ? Ce qui nous anime, c'est notre patrimoine, en fait, notre histoire, et vouloir transmettre notre histoire aux générations qui arrivent, quoi. Les anciens nous transmettent à nous on transmet aux jeunes. Et cette association, elle est née par la connaissance avec monsieur Fontanet, Alain Fontanet, qui voulait créer ça il y a déjà 10-15 ans, mais qui ne trouvait pas quelqu'un d'aussi passionné, disons, que lui pour réaliser cette association. Et un jour, on s'est rencontrés dans l'église à côté où il y a le talent des voisins. Moi, j'expose chaque année parce que je fais tout ce qui est sculpture sur bois. Et on s'est rencontrés, de suite ça a marché et on a commencé en décembre 2017 à créer cette association. Et à partir de là, on n'a pas eu le temps de dire, pof, on crée ça, que déjà, on a traversé le Lot-et-Garonne 50 000 fois dans tous les sens, quoi, pour aller chercher. Et on continue encore. Donc, vous n'avez pas simplement cherché dans vos greniers ou dans vos garages, vous avez été un petit peu partout avec l'objectif, justement. On veut montrer ça, on va le chercher, c'est ça ? En fait, c'est la découverte. Quand on va chez les gens, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a. Parce que quand on commence à rentrer chez quelqu'un, nous, il est difficile de ressortir. Donc, on voit des choses que les gens n'avaient pas forcément prévues de nous donner, et ça vous intéresse, mais comme nous on est passionnés par du porte-plume au tracteur, je veux dire, ou d'autres, en fait ça ouvre plein de possibilités et plein d'objets à ramener, quoi. On va donner la parole au secrétaire Michel Guignard. Est-ce qu'il y a une certaine forme de nostalgie aussi vis-à-vis de ces objets, de ces outils ? Un petit peu, parce qu'on a vu nos grands-parents les utiliser ou travailler avec. Donc nous aussi, ça nous fait redescendre un petit peu en enfance, voire en adolescence. Donc ça fait plaisir de pouvoir montrer comment nos anciens travaillaient. Et ça nous fait plaisir, comme disait Jean-Pierre, de transmettre ce savoir, cette façon de faire, cette façon d'utiliser les anciens outils. Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça marche. Avant, pour qu'un outil fonctionne, on utilisait les bras, on utilisait les jambes, on utilisait l'humain dans son entièreté. C'est quand même plus difficile à faire que d'appuyer sur un bouton et ça marche tout seul. Ça, c'est intéressant à montrer aux enfants, notamment, que ça marche pas tout seul. Nos anciens ne marchaient pas tout seuls. Ils faisaient ça avec leur force, avec leur ingéniosité surtout, parce qu'on s'aperçoit souvent en regardant des objets qu'on récupère que la façon dont il est fabriqué, c'est sorti de leur tête, mais c'est hyper ingénieux, alors qu'ils avaient ni informatique, ni logiciel de dessin, ils avaient rien. Et ça, c'est extraordinaire. Donc oui, il faut être passionné pour faire ce genre de truc. C'est très chronophage, mais c'est un réel plaisir.
Vous pensez que justement les nouvelles technologies qui nous ont permis d'avoir des outils qui nous facilitent vraiment la vie, c'est aussi un peu une perte du savoir, du savoir-faire, de l'utilisation de nos mains. Je donne la parole à Jean-Pierre. Oui, moi je pense qu'on va plus vite que le train là. Je pense qu'il y a des étapes dans la vie. On est apprenti, on est ouvrier, on devient maître ouvrier, on devient chef d'atelier, on devient patron. Je crois qu'avec nos systèmes actuels ou l'informatique et tout ce qu'il y a, on va plus vite ça va trop vite, j'ai dit. On n'a plus ces étapes on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de faire, et la main de l'homme, elle rentre plus en compte maintenant à l'heure actuelle, et c'est ça qui est décevant. Moi, je pense que beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents vont rater quelque chose. Il faut passer par ces étapes, pour moi. C'est peut-être vieux jeu, mais moi j'ai eu la chance d'apprendre à 13 ans et demi un métier, et je veux dire qu'il y a quelque chose, ça déclenche quelque chose, l'amour de quelque chose, et là, je crois qu'avec cette informatique, on va forcément rater quelque chose. Alors même pas que l'informatique, il y a aussi les outils à moteur, enfin voilà, tout ce qui nous facilite aussi la vie. Et puis on le rappelle, Jean-Pierre Marcon, vous avez dit vous êtes artiste sculpteur sur bois, c'est ça? Oui, bon, n'exagérons rien, artiste avec un petit A. Hein. Oui, moi je suis passionné par le bois, donc je fais pas mal d'objets en bois. Hier, on a eu la chance d'avoir des gens, on en reparlera après pour le Festival d'Anta, mais on veut représenter ce côté manuel, ce savoir-faire, il faut qu'il continue à être montré, quoi, à faire voir aux gens d'où on vient. Là où on va, je ne sais pas, mais d'où on vient, on le sait. On en est justement à cette étape-là, Michel Guignard, puisque le conservatoire, ça y est, il est prêt, il est ouvert au public. Maintenant, il est question de transmission, de faire découvrir aux autres justement votre travail et ces outils, ces objets d'antan. Donc c'est une nouvelle étape maintenant qui commence. Ben oui, c'est une nouvelle étape. Ben déjà, essayer de contacter tout ce qui est école et tout ça. Les écoles, souvent, notamment dans le primaire, ils organisent des petites sorties à droite à gauche. Je vois sur Saint-Cyr où mes enfants étaient, ils faisaient des sorties à la ferme aux chèvres, là, je sais plus, du côté de Castelmoron. Ils faisaient des petites sorties comme ça pour leur montrer ce que c'est la vie paysanne. Donc nous, on voudrait faire pareil pour leur montrer la collection qu'on a, leur montrer ce que leurs parents utilisaient, ce que leurs grands-parents utilisaient. Et maintenant, c'est notre gros travail, c'est d'aller rechercher les écoles, de convaincre les instituteurs surtout. On dit plus instituteurs, on dit maîtres d'école. Non, parce qu'ils vont me taper sur les doigts autrement. Donc il faut qu'on les trouve, qu'on discute avec eux. Donc on va commencer par Colérac et puis Saint-Hilaire. Si on voit que, dans un terme un peu moderne, si la mayonnaise elle prend, on essaiera d'agrandir au moins sur l'agglo. Et puis peut-être la France entière un jour. Donc vous avez dit, les enfants, c'est un public que vous avez envie de voir en ce lieu. Vous ouvrez aussi le conservatoire aux personnes âgées pour leur rappeler des souvenirs. Vous nous avez dit avec les petites sœurs des pauvres, c'est ça par exemple? Oui, affirmatif. On fait entre 2 et 3 fois par an. Moi, je suis aussi un peu bénévole aux petites sœurs des pauvres. Une fois par mois, je vais faire leur marché. Et du coup, on a lié un petit peu, il y a un lien affectif qui s'est fait par l'intermédiaire d'un couple de copains, Gloria et Alain. Et du coup, en discutant un petit peu, on s'est dit ça leur plairait de venir là. Donc Gloria a fait le nécessaire, elle a fait la liaison et eux, ça les a intéressés. Donc depuis, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans, au moins 2-3 fois par an. Ils viennent ici, ils visitent. Alors là, ils sont heureux. Ils ont la banane. Ils revoient les outils qu'ils ont utilisés. Les mamies, entre autres, elles se disent quand elles sont devant le rayon des machines à coudre, ça y est, elles sont parties. Mais presque à la limite, il faut les pousser pour sortir, quoi, parce qu'ils se sentent tellement bien. Et puis ça, je pense que dans leur tête, ça les rajeunit. Ils remontent le temps et ça les rajeunit et ça leur fait du bien. Donc voilà, un bel endroit à découvrir, un endroit que l'on a pu aussi découvrir le 6 juillet dernier, c'était ça. Là, on était sur un événement assez spécial. Jean-Pierre Marcon, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Festival d'Antan, on a démarré en 2019 la première version avec une journée battage à l'ancienne à Lusignan-Grand. Là, on était un peu coincé, on était vraiment dans un tout petit hameau, donc on a limité le nombre de places, mais on a fait une belle journée. Après, on a recommencé ici en 2022.
Et on voulait inaugurer le bâtiment, on n'a pas pu. On a eu une journée pluvieuse, la première était arrosée. Mais bon, et après on devait le faire en 2023, on n'a pas pu. 2024, M. Macron a décidé de dissoudre son assemblée, donc ça nous a malheureusement coupé l'élan. Et donc on l'a dit, on le fait en 2025, ça y est, on est parti, parce que le monsieur Fontanet qui a créé le conservatoire avec M. Marcon Jean-Pierre, a 80 et quelques années, et il lui tardait. Hier, il était rayonnant parce qu'il savait que ça y est, pour lui, c'était une réussite. En fait, on a inauguré le conservatoire avec monsieur le maire, conseiller départemental et tous les gens qui ont bien voulu venir participer à cet événement. Alors vous avez parlé du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Justement, vous avez participé au budget participatif. Alors c'est pas forcément une subvention du département puisque c'est soumis au vote des Lot-et-Garonnais. Donc vous avez remporté ce budget participatif, ce qui veut dire c'est que il y a eu de l'intérêt pour votre projet de la part des citoyens aussi, donc ça c'est important de le signaler. Qu'est-ce que ça vous a permis d'être lauréat à ce budget participatif? Est-ce que je donne la parole au président Jean-Pierre Marcon? Oui, il y a eu une première version du budget participatif en 2024 et nous avions fait une centaine de voix. Malheureusement pas assez de voix pour avoir quoi que ce soit. Et on a retenté avec d'autres moyens, et là un peu grâce à ce monde moderne, Internet, merci Internet pour cette fois-ci, on a pu avoir 320 voix, ce qui nous a permis d'être les premiers dans cette catégorie patrimoine et découverte là, pour donc avoir le budget participatif qui représentait une certaine somme pour nous permettre, afin que notre visite du conservatoire soit plus intéressante, de greffer de l'audio et du vidéo sur les visites. Que vous avez pu tester le 6 juillet au Festi d'antan, c'est bien ça. Et alors, est-ce qu'il y a eu des retours sur ces vidéos? Comment ça a été perçu par le public? Je pense qu'ils ont été plus attentifs qu'une simple visite où ils font que passer. Là, il y a quelque chose qui leur attire l'œil et l'oreille, et je pense qu'ils prennent plus de temps à découvrir que quelqu'un qui passe juste comme ça. Pour moi, c'est un plus, un grand plus. En plus, c'est des vidéos sur les vieux métiers, donc ça met du son. Même s'ils ne regardent pas l'image, il y a le son. Il y a le son de la forge, il y a le son du menuisier, il y a le son, tous les sons qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Donc du coup, ça l'anime, le conservatoire. Il n'est pas vide de bruit, donc c'est quand même plus agréable. Et c'est vrai que, comme il dit Jean-Pierre, les gens, ils sont plus attentifs à ce qu'ils regardent du coup. Avant de terminer cette première partie d'émission, est-ce que si on souhaite en savoir plus sur l'association, sur le lieu, sur comment on le visite, est-ce qu'il y a un site internet? On est encore sur internet. Je donne la parole à Michel Guignard. Et oui, c'est moi qui suis en charge de tout ça, la pub, enfin tout. Et on a ouvert une page Facebook où tous les mardis et tous les jeudis, alors je dis pas le mardi soir ni le jeudi soir, mais au moins le lendemain, je mets à jour ce qu'on a fait dans la journée. Et il y a toujours, c'est très bref, il y a quelques photos, un petit mot, puis comme ça on arrive à tenir, les gens qui s'intéressent au musée se focalisent sur ce site. Enfin, sur cette page Facebook, et ils sont au courant, sans être obligés de venir, ils sont au courant que le musée vit. Notamment, on a un supporter très virulent qui est monsieur le maire actuel, monsieur Philippe Morin, qui lui, il attend la parution du petit message. Donc lui, ça lui fait plaisir parce qu'il voit que son musée, puisque c'est le musée de sa ville, il vit. Et puis il y a des gens qui s'en occupent. Après, ça nous permet aussi, quand on cherche, on nous donne une pièce, on ne sait pas du tout ce que c'est, on met la photo et puis on demande aux gens, entre guillemets, de participer, parce qu'on leur demande de chercher, comme Alain Fontanet appelle, un quesaco. C'est quoi cette pièce? Donc là, on finit par avoir la réponse souvent. Cette page Facebook nous sert aussi pour faire la publicité d'un événement qu'on peut faire. Quand il y a une visite de prévue, c'est marqué, comme ça les gens sont au courant. Si les petites sœurs des pauvres viennent, si les gamins du centre aéré de Saint-Hilaire, ils sont venus ici, donc les gens sont au courant de la vie du conservatoire grâce à ça. On disait tout à l'heure que l'informatique, l'internet et tout ça tuait le savoir-faire manuel. Mais c'est quand même, ça nous rend énormément service, parce que aller poser des flyers dans les boîtes aux lettres,
Je pense que ça, par contre, le temps est révolu. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on continue? On fait une petite visite maintenant des lieux. On va continuer la radio en version balade. Alors, eh bien, on continue. Quand on arrive, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut réserver avant de venir? Est-ce que l'entrée est payante? Comment ça se passe? Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on a été obligé d'afficher des tarifs, tarifs personnels, tarifs groupe. Je ne veux pas la peine que je les nomme là, les gens verront quand ils viennent, c'est pas bien. On s'est basé sur pas mal de musées, de conservatoires qu'il y a autour. Bon, je dirais qu'on est dans une proportion raisonnable, on va dire. Après, c'est intéressant pour les groupes. Hein. On est obligé quand même de faire payer parce que quelque part, pour nous, c'est le fonctionnement, les assurances, les outils, les machines, tout ce qu'on a besoin pour évoluer, quoi. Voilà, Monsieur Guignard amène le tableau avec les tarifs. Oui, en effet, on est sur des tarifs assez bas quand même pour cette belle découverte. Et donc, je vois que le conservatoire est ouvert donc le mardi après-midi, c'est bien ça, 14h-18h, et le jeudi matin de 8h à midi. Et puis, en dehors de ces horaires d'ouverture, vous pouvez aussi organiser une visite et suffit de contacter. On va donner le numéro de téléphone, donc c'est le 06 25 12 04 63. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ce téléphone, vous appelez la radio, on vous le redonnera. Donc, c'est noté. C'est noté aussi que c'est fermé en août, c'est important de le signaler aussi, mais on peut faire des visites sinon après tout au long de l'année. Même en août, par téléphone, on demande. D'accord, très bien. Mais merci pour ces infos. Alors, donc nous allons au chai. Le chai, dites-moi, qu'est-ce que l'on va voir? Ça représente en fait une partie, ou même une belle partie des outils qui concernaient le travail de la vigne. On va avoir la pompe à sulfater, la souffreuse, on va avoir les tonneaux, les pressoirs, les cuves pour pulvériser, pour traiter la vigne. Ça représente les rince-bouteilles, ça représente les ciseaux pour ciseler la vigne, ça représente beaucoup de choses qui servaient et qui servent toujours une partie quand même pour le travail de la vigne. D'accord, donc là beaucoup d'objets à découvrir aussi, à voir aussi. Il y a même quelques papiers sur une table. Donc ce sont des revues agricoles régionales, c'est ça? Où est-ce que vous les avez trouvées? C'est de la découverte dans des garages, dans des caves, dans des greniers. En fait, on retrouve beaucoup de choses comme ça, malheureusement pas assez. Mais c'est intéressant parce que ça... on part de 15 décembre 1865, après on a des revues de toutes les années, quoi. Et au fur et à mesure, il y a eu des évolutions sur ce niveau-là. Je pense que ça a servi à beaucoup de monde pour apprendre ce métier de la vigne, quoi, parce qu'à une époque, les gens vivaient beaucoup, il y avait beaucoup de chasselas, beaucoup de muscat dans le coin, donc beaucoup de familles vivaient sur ce travail, donc je pense que c'est intéressant que toutes ces revues existent pour eux, surtout pour nous en fait, pour redécouvrir comment ils travaillaient, quoi. Très bien. Eh bien, on va continuer cette belle visite. Oui. En sachant que le chai, là, quand on l'a mis en service, il n'y avait pas de toit. L'ancien toit était par terre, donc il a fallu tout déblayer, reconstruire une toiture. La toiture, on a été un peu aidé quand même pour la faire, mais après tout le reste, c'est nos petites mains et puis notre tête à servir, comment on va faire pour maximiser le rangement. Parce que c'est pareil, on n'a pas la possibilité de pousser les murs, donc on fait avec ce qu'on a. On a entre autres, il a fallu ranger cette très belle pièce, c'est une sulfateuse qui se mettait sur le dos d'un âne. Ah oui, le nom de la mule, c'est vrai. Le nom de la mule qui était dessous, mais qui n'est plus parmi nous, parce que la pauvre fille, elle s'appelait Chouane. Et ça nous a été donné par un ancien viticulteur de la région, là. D'accord. Donc ça, c'est une de nos plus belles pièces, mais pareil, il fallait trouver à ranger dans un petit espace comme ça. Donc ça représente quand même pas mal de travail. La difficulté du conservatoire, c'est de présenter quelque chose qui a envie d'être regardé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fasse trop foire-fouille ou jiffy, enfin bref. Il faut que ce soit clair et que ce soit aéré, mais c'est pas facile à faire. Donc avec
avec la curiosité que l'on a, on va se permettre d'aller voir d'autres musées, d'autres conservatoires ailleurs. Et là, on est content, on les critique, mais on tire beaucoup de chez eux, de leur présentation et de leur mais on leur dit pas d'où on vient parce que sinon. Donc voilà, de très bel endroit. C'est vrai que voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, on peut se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce fouillis? Mais en fait, tout est très bien placé. On voit que c'est savamment étudié quand même. Par contre, c'est fait exprès qu'il n'y a pas d'étiquette de nom sur les outils. Moi, je vois par exemple, j'y connais rien du tout. Il y a toujours quelqu'un avec nous quand on fait la visite. Dans la mesure du possible, c'est bien qu'il y ait des étiquettes sur les pièces les plus importantes, mais après, où on se garde le plaisir d'expliquer au fur et à mesure que les questions arrivent, parce qu'après, le côté musée, un peu avec tous les objets étiquetés et tout, je trouve que c'est pas sympathique, c'est pas chaleureux quoi. Là, moi je préfère prendre le micro et expliquer aux gens au fur et à mesure que les questions arrivent. Très bien. Allez, continuons. Donc voilà, après au conservatoire, donc on a des jolies ardoises, presque comme à l'école quand on faisait le calcul mental. Ça nous rappelle des souvenirs encore et toujours. Et donc là, sur ces ardoises, eh bien, il y a des noms de métiers et c'est les différents secteurs du conservatoire où vous avez les objets classés par métier, c'est ça? Enfin, la classe après n'est pas bien précise. On commence par c'est quoi? Pardon, j'ai oublié. Là-bas, le premier, c'est le barbier, voilà. Et après, ça nous a semblé logique de le mettre dans ce sens-là. Mais bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas de logique. Je crois que il faut être à l'œil. Il faut que ce soit agréable à l'œil. Donc, il ne faut pas que ce soit trop tassé, il ne faut pas que ce soit trop... Mais là, je pense que ce qu'on a fait, pour moi, c'est un plaisir de le découvrir comme ça. Moi, ça me rappelle un peu le garage de mes papis. Donc, voilà. Parce qu'ils avaient quand même l'art de ranger leurs outils vachement bien. J'avais pas pris le son de ça, par exemple. Mais c'est vrai, c'était quand même pour la plupart des garages assez bien rangés où chaque outil avait sa place. Là, mon grand-père faisait le tour au crayon de chaque outil. Comme ça, il savait où le ranger après. J'ai l'impression de retrouver un petit peu ça quand même. Oui, c'est cet esprit-là qu'on veut garder, quoi, hein, de surtout se rappeler que l'outil, en fait, il fallait qu'ils le trouvent rapidement parce que beaucoup de choses dépendaient de ça, qu'il soit en bon état, qu'il soit au bon endroit, et pour que ce soit efficace, parce que leur vie de tous les jours dépendait de ces outils-là. Alors, on va faire un petit tour. Donc, on a dit, on peut voir les outils de chez le barbier. Je vois aussi les outils de chez le cordonnier. Donc, voilà. Donc, là, on voit les outils, les objets du barbier, mais du coiffeur également. C'est ça. Et on a donc une belle collection de ciseaux aussi, forcément. Et tout plein de choses. Nous avons des blaireaux, nous avons des assiettes pour la coiffure, pour raser. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons des tondeuses. Je dirais que de ce côté-là, on commence à avoir des choses intéressantes. Des flacons aussi, des produits de la pharmacie, voilà, c'est ça. On a créé une petite pharmacie où on a mis tous les emballages qu'on a pu trouver et qui représentent, je dirais, 70 ans de pharmacie qu'on pouvait avoir à la maison. On a la solutricine, tous ces anciens médicaments dans leur boîte d'origine, des petites publicités aussi pour les débuts de la crème Nivea. Bon, c'est sympa, par contre ça vient de toutes les régions de France, parce que même moi, on a une maison de famille dans les Alpes, on est en train de la refaire, j'ai retrouvé des flacons, je les ai ramenés ici, parce que ça sert à rien que ce soit là-bas, personne ne les voit, donc je les ai ramenés ici. Les vieux flacons de mercurochrome en verre, ça on n'en trouve plus. Donc non, c'est sympa, on essaye de faire par petits secteurs comme ça, et puis c'est toujours pareil, c'est la place, on est obligé de jouer avec la place qu'on a. Tout à fait. Au fur et à mesure que les objets rentrent, je dirais pas que c'est l'inconvénient, mais ça nous oblige à renouveler en fait notre vitrine. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à faire voir ce qu'on a rentré. C'est-à-dire qu'on reprend chaque sujet et on améliore. Et on améliore, ça fait qu'en fait, si vous venez 2-3 fois par an, vous verrez que en fait, ça change, ça tourne, il n'y a jamais la même chose. Enfin, nous, on le voit, on le sait parce qu'on les met en place, mais ça bouge beaucoup.
Alors on arrive maintenant chez le cordonnier, le sabotier. Donc là bien sûr on voit aussi des chaussures, tous les outils pour travailler ce métier, également des sabots. Ça a été facile à trouver tout cela? Oui, le sabot est assez facile à trouver. On a d'ici, chez nous, beaucoup de monde travaille avec les sabots. Donc c'était les sabots pour travailler, les sabots pour aller à la messe le dimanche. C'était une chaussure de luxe, je dirais. C'est pas du Nike, mais mais je veux dire que c'était quelque chose que les gens achetaient, qui devait coûter très cher et qui faisait en sorte d'économiser. Je me rappelle une mamie qui me disait qu'il faisait 11 km pour aller travailler tous les jours en sabot, les enlever justement pour les économiser parce qu'elle ne pouvait pas s'en acheter une autre paire. Donc ils sont là, mais ils ont vu des pieds, ils ont pas mal d'histoires et de kilomètres dans le nez. Et toujours là, eux. Voilà. C'est pas la paire de chaussures tous les 6 mois. Donc on continue, voilà, maintenant les outils du tonnelier, c'est ça? C'est le travail du tonneau. Beaucoup d'outils, de beaux outils, je dirais, parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'exceptionnel. Ce travail du tonnelier, c'est vraiment un métier très compliqué, à la fois compliqué et à la fois soi-disant facile pour ceux qui savent le faire. Mais on a vraiment des choses très intéressantes autour de ce métier-là, qu'on n'a pas fini de mettre en place parce qu'il y a tellement de variétés d'objets qu'on ne sait plus trop pour l'instant. Michel, vous avez dans les mains un outil? En plus, quand on sait que ces outils-là, ils se les fabriquaient. Ils se fabriquaient les outils qu'ils avaient besoin. Donc déjà, ils avaient l'ingéniosité de trouver l'outil qu'il fallait pour faire ce qu'ils avaient besoin. Donc on a récupéré cette belle pièce-là, il n'y a pas longtemps qu'on l'a. Je ne sais plus trop à quoi elle servait, Jean-Pierre. Ça servait en fait pour c'est comme un trusquin en fait, si on explique ça. C'est un réglage ici qui se fait avec une clé et qui te servait à déterminer en tournant autour du tonneau pour mettre un fond, le fond ou le couvercle. Voilà, pour marquer le fond et le couvercle. Voilà. Et là, on a beaucoup de spécificités. On a reproduit plusieurs modèles de chacun parce qu'on les trouvait tellement jolis. On va nous dire, mais vous l'avez déjà en 2 ou 3 fois. Mais si les gens qui viennent ici, certains ne comprennent pas pourquoi on a 10 machines à coudre et 3 jabloirs ou 3 rabots ou 3 limes. En fait, pour nous, il y a quelque chose qu'il faut expliquer sur le fait qu'il y en ait 3. Ils sont toujours différents, ils ne viennent pas du même endroit, ils n'étaient pas utilisés pareil. Il y a beaucoup de choses à découvrir, non seulement en regardant les outils, mais il faut l'expliquer aux gens, tout ça. Même presque leur usure, c'est expliquer la vie de l'objet aussi. Alors on continue, on passe maintenant chez l'ardoisier. Voilà. Est-ce que c'est un métier qui existe encore aujourd'hui? Je dirais que par chez nous, ça existe toujours, mais pas trop par chez nous. On est plutôt tuiles, terre cuite, c'est plutôt montagne. Mais on a la chance d'avoir des gens qui nous appellent. Nous, on a un panel assez large. On va des Pyrénées au Lot. Et on va chercher en fonction de la demande. On nous dit, tenez-vous à l'outil local, mais nous, ça nous intéresse de savoir comment 10 km plus loin, comment ils travaillaient, comment l'outil était exploité. Bon, là, on a un côté ardoisier et il commence à se développer. On commence à avoir pas mal d'outils, pas mal de choses qui arrivent encore. Et on va découvrir ça petit à petit parce que par ici, il n'y a pas grand monde qui connaît. Alors, on continue toujours à avancer et là, on arrive chez le menuisier charpentier avec un endroit assez fourni aussi en objets, en outils et avec même des photos. Ce lieu, cet endroit au conservatoire, donc qui reprend tous les outils et les objets du menuisier, du charpentier, c'est un endroit assez important pour le conservatoire parce que vous m'avez dit en off, c'est là que tout a commencé en fait. C'est avec ces objets là, c'est le début de la collection. Voilà, oui, c'est une collection qui nous a été offerte. C'est un monsieur du passage d'Agen qui avait créé cette collection et qui voulait créer un musée rural, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et son épouse, sachant qu'on montait le conservatoire, a donné à monsieur Fontanet toute la collection. Et on se fait un plaisir de la faire voir parce que c'est vraiment des outils dans un état incroyable. Et il faut le voir, je ne peux pas en dire plus.
Mais allez-y, chers auditeurs, venez justement découvrir ces fabuleux outils. On continue. Alors là, c'est vrai qu'il y en a un petit peu de tous les côtés. On est maintenant chez le mécanicien. Alors voilà, donc là, on est un peu plus dans le métal, dans la ferraille. C'est bien ça, Jean-Pierre ? Oui, tout à fait. On a voulu représenter ce côté mécanique qui était très important dans la vie de tous les jours à une époque où ils se faisaient beaucoup de choses. Ils se réparaient leurs propres véhicules, ils les amélioraient. Et là, il y a à peu près pas mal d'outils. Ça va du chalumeau à la perceuse, aux clés anglaises, aux clés à molette, aux appareils pour ressouder les chambres à air, la vulcanisation. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce métier-là aussi. Oui, j'imagine que ça peut rappeler aussi des souvenirs à beaucoup de personnes. Un petit retour dans le passé aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Ah, mais il y a même un véhicule, c'est bien ça. Oui, là, celui-là, il est arrivé là, mais à mon avis, il n'est pas prêt de ressortir parce que vu là où il est coincé, c'est une belle Juva 4 dauphinoise qu'on appelait, de 1951, qui nous a été prêtée et je pense donnée par un de mes cousins qui en a restauré 2, donc la deuxième, plutôt qu'elle reste dans la grange. Il m'a dit, puisque tu te décides de créer un conservatoire, je t'en fais cadeau pour que tu puisses l'exposer, au moins elle sera vue par quelqu'un, elle aura une autre vie que de finir dans la grange. Et puis elle est dans son jus quand même. Elle est. On appelle dans son jus. À chaque visite, elle fait son effet. Oui, elle est. Je dirais que ça serait quelque chose d'intéressant à restaurer dans cet état-là et la faire rouler. Ce serait vraiment formidable avec des jolis logos sur le côté, conservatoire des vieux outils. Mais nous rêvons ici, nous rêvons beaucoup. On a le droit à un autre budget participatif, non ? Non, je crois qu'on a droit qu'une fois dans une vie. Mais on peut, je sais pas, on peut voir avec d'autres associations si ça intéresse quelqu'un qui ne s'est jamais présenté pour arriver à avoir quelque chose d'autre. Hein. Et même jusque dans le coffre de cette voiture, il y a des aspirateurs. Chaque espace est utilisé, il y a rien de laissé. On continue. Alors il y a aussi des 2 roues. On en a vu un petit peu à l'entrée. Là, il y en a à côté de cette voiture aussi. Oui, étant amoureux de 2 roues, mobylettes, Solex et vieilles motos, c'est des amis, des connaissances qui m'ont dit « Hey, regarde, ça c'est bon, ça serait bien pour toi dans ton conservatoire. » Bon, il manque quelques pièces quand même, mais bon, je veux dire, c'est assez représentatif des motos des années 50, 40, 50, 60, voilà. Alors, on continue ce tour. Alors là, on est maintenant à la forge. Alors, on est avec des objets un peu plus gros. La forge à Yves et Pierrot. Qui sont Yves et Pierrot ? Alors Yves, c'est monsieur Yves Custodi à qui appartenait ce bâtiment, qui était créateur et metteur au point de matériel agricole. Donc cette forge était déjà là, ici. On l'a reconstruite parce qu'en fait, quand ça a été vendu, ils ont vendu beaucoup de pièces, ils avaient détérioré. Donc un papy qui est avec nous a reconstruit cette forge. Et donc c'est monsieur Yves Custodi qui était. Et Pierrot, c'était monsieur Pierrot Piazza qui habitait à Saint-Hilaire, qui était aussi plombier, maréchal ferrant, forgeron. Donc les filles nous ont donné beaucoup d'outillage. Et j'ai voulu rendre hommage à Pierrot, que je connaissais bien, puisque moi j'étais plombier comme lui. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit « Merci, la forge à Yves et Pierrot », pour se rappeler que ces outils, ces hommes-là les ont utilisés. D'accord, très bien. Alors donc voilà, donc là on continue. Et là maintenant on a des outils. Alors là moi je suis un peu perdue. On a un tableau, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau électrique qui vient du moulin du Paravis. Il représente la vieille usine avec ses vieux contacteurs, ses vieilles mises sous tension, ses ampoules, ses sirènes. Mais nous, il nous a bien plu. Ça a été un petit coup de cœur, on l'a mis là et on le trouve. On a associé une sirène avec une ampoule parce que nous travaillons avec des personnes d'un certain âge qui ont 80 et quelques années, qui sont légèrement sourds des fois. Donc on appuie sur le bouton et avec le bouton, c'est l'heure du café, c'est l'heure de l'apéro et c'est l'heure du repas. Donc voilà. C'est un petit rappel aux électriciens aussi, parce que Jean-Pierre a été électricien et moi je suis un ancien agent EDF, donc ça fait plaisir de ressortir des beaux objets. Quand je vois le multimètre, la taille qu'il a et ceux qu'ils font aujourd'hui, ça nous fait remonter dans le temps, parce que là nous par contre on peut en parler, c'était notre métier, donc on voit sur le peu d'objets qu'il y a là, l'évolution du matériel qui est phénoménale. Puis un côté esthétique aussi, hein. Comme tout est bien pensé, bien placé, c'est agréable à regarder aussi. Je dirais qu'à une époque, il créait un objet, mais cet objet qui était utile était aussi
une œuvre d'art déjà. Il n'y a qu'à voir comment ça a traversé le temps. Et c'est toujours à l'heure actuelle quelque chose où on est en admiration devant et qui a une utilité, la même utilité que quelque chose maintenant qui vient de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Méditerranée, là-bas, qui arrive par porte-container, quoi. Oui, avant on faisait des outils pour qu'ils durent aussi toute une vie. Maintenant on fabrique les choses pour qu'on puisse en racheter derrière, donc c'est aussi une grande différence. On le voit là, on a de l'objet lourd avec du matériel, vraiment construit pour durer. En plus, ils sont jolis, ils sont bien travaillés, au visuel déjà, ils attirent. Donc, à la limite, on voit un vieil outil, on a envie de travailler avec, tellement il est, ça c'est nos avis personnels à nous, mais tellement il est beau, on a envie de les toucher, de travailler avec. Alors, on continue la visite, on arrive avec les outils de la terre. Là, on est un peu aussi sur nos comment dire, on est en Lot-et-Garonne, c'est ça que je cherchais à dire. Je vois des clés, je vois différentes choses qui représentent un petit peu aussi notre terre agricole du Lot-et-Garonne. Oui, là on a toute une découverte, on a le travail de la terre par l'intermédiaire des animaux avec les joues à bœufs, avec beaucoup de choses sur les chevaux aussi. On a la représentation de la laiterie avec, à l'époque, le lait se vendait beaucoup, il y avait beaucoup de lait dans les fermes. On a la partie labour avec des agraires. Contrairement à ce que pensent certains, ils appellent ça une charrue, mais c'est pas une charrue, c'est les premières charrues en bois. On a le travail de l'aigre noir du maïs. Tous les soirs, moi quand j'étais petit, je rentrais tous les soirs à 16h, à 4h, il fallait grainer parce qu'il fallait donner aux poules, aux oies, aux machins, il fallait donner fallait nourrir tout le monde, quoi. C'était le travail en rentrant de l'école, ça. Donc cette partie-là, ce côté agricole, on va dire, les outils de la terre des paysans de l'époque, quoi, puisque maintenant ils appellent ça des agriculteurs, mais au départ c'était des paysans. On a essayé de représenter les métiers de la terre. Il y a eu plusieurs, à travers la terre, il y a eu plusieurs métiers, je vais dire. Voilà. Donc ça représente tous ces outils-là. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre, mais bon, on en a quand même une bonne partie entre les tracteurs, les motobineuses, les faucheuses à main, les faucheuses thermiques, et après au bout tout ce qui était faux, sarcle, serpe, et tant d'autres, quoi. C'est difficile à tout nommer, il y en a, quoi. Tout ça sous l'œil d'un petit lapin et de sa carotte. Il est d'antan aussi, celui-ci. Oui, il a quelques années, le lapin. La carotte est moins vieille, mais le lapin a quelques années. C'est une dent. On a eu la chance, je fais partie d'un club de vieilles voitures, un dimanche, d'aller manger dans le département limitrophe, la Cassel-Sagras, une ville, c'est pas loin de Lozerte, de manger à côté d'une dame qui était comme nous, passionnés par des journées comme les journées à Valence d'Agen, les journées de Montguedon, les journées de Lozerte. Et cette dame qui a 80 et quelques années voulait arrêter. Et puis j'ai eu la chance à table d'être à côté d'elle. Et un ami a dit, regarde, Odile, ce monsieur, il a un conservatoire. Les 3 mots qu'on m'a dit l'ami, c'est venir chez moi après manger. Et là, on a sorti 4 fourgons de chez elle, parce qu'elle a dit, je préfère que ce soit chez vous, parce que chez moi, les enfants vont tout mettre à la déchetterie, et ça va trop, je vais avoir trop de peine de voir ça partir. Donc voilà, c'est aussi donner une autre vie à ces objets et permettre de raviver la mémoire. Alors on continue, là on a le résinier, donc un métier, un autre métier à découvrir avec tous ces objets. Oui, c'est un petit coucou à nos voisins des Landes qui travaillaient la résine. Donc on a eu la chance d'avoir quelques outils qui sont arrivés. Donc on a voulu représenter un petit peu ce métier-là. On ne connaît pas grand-chose parce que par ici, c'était pas développé. Mais on est dans l'attente. On a du monde qui doit venir nous expliquer comment cela fonctionnait. On est curieux et on attend vite. Ceci est un appel. Alors on continue, donc après on a aussi on a passé une collection de machines à écrire, là on a des téléphones aussi bien en rang, bon il y a pas on n'a pas les appels qui nous embêtent tant toute la journée sur ceux-là, et on n'avait pas encore la publicité sur ces téléphones. Non, là on était tranquille, quand ça sonnait c'était vraiment que c'était quelque chose d'utile, pas comme maintenant où on vous harcèle 500 000 fois par jour pour vous vendre là, ce soit de l'isolation ou des fenêtres ou... Il fallait être tellement concentré aussi pour faire le numéro de téléphone qu'on n'avait pas envie d'en faire toute la journée.
Et donc on revient sur l'entrée du conservatoire avec des outils, des objets plutôt de la maison d'hier et une belle collection de machines à coudre. Et celle-ci, elle est particulière. Oui, elle est particulière parce qu'elle est de 1896. Et j'ai eu la chance un jour d'aller chez un ami et de visiter son tas de ferraille. Pas sa maison, ça m'intéressait pas, mais je suis allé visiter son tas de ferraille. Il m'a dit, vas-y, serre-toi, prends ce que tu veux. Et j'ai eu la chance de trouver cette machine dans un état pas très brillant. Mais on a un ami sur Bruges qui est passionné, qui en a toute une collection et qui nous a dit, donnez-moi-la, on va la remettre en route. Et puis effectivement, il a recousu avec et nous l'a ramené et nous a dit, contrairement à ce qu'on voit, elle a très peu servi. Donc 1896, ce modèle-là, qui est dans un état excellent. Je pense qu'on n'en verra pas beaucoup comme ça. Et il y a sa petite sœur à côté là-bas qui a une spécificité. Elle a 2 pédales indépendantes. C'était pour les dentelières. Cette petite machine, celle-là, elle vient de Sauveterre-Saint-Denis d'un grenier. Celle-là de Montcuq, celle-là de Sauveterre. Je me rappelle de tous les objets, d'où viennent tous les objets. Oui, donc voilà, cette belle rangée de machines à coudre, c'est vrai que voilà, c'est presque un meuble qu'il y avait avant dans les maisons. Aujourd'hui, ça prend de la place. On cherche beaucoup à s'en débarrasser alors qu'on a vraiment quand même de beaux objets devant nous. Oui, des objets réalisés en marqueterie avec beaucoup de dorures sur les machines. Alors on a eu la réflexion ce week-end, pourquoi 10 machines alignées là ? Alors j'ai dit, regardez de plus près, vous allez voir pourquoi. Là, vous avez une Singer, une Automoto, une Selecta, une Gnert, une Pfaff, et bien d'autres modèles. Parce que généralement, quand les gens rentrent, ils disent « Ah, une Singer ». Ben non, il n'y a pas eu que Singer, il y a eu beaucoup de marques. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est voir les modèles et représenter en fonction des marques et voir l'évolution. Et puis quand on aime, on ne compte pas non plus, donc voilà, on les garde aussi. Voilà, donc on a fait le tour. Alors bien entendu, à la radio, c'était très rapide. Le mieux, c'est de venir au conservatoire des outils et des objets d'antan pour découvrir tout ça. Il faut lever la tête aussi. Enfin voilà, il y en a vraiment partout. Et puis voilà, faire plusieurs tours, bien entendu, parce qu'on regarde d'un côté, mais il y en a aussi de l'autre côté. Donc il faut faire plusieurs tours. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir. Et donc on le rappelle, si vous souhaitez découvrir ce conservatoire, donc il est à Cardonnet, à Saint-Hilaire de Lusignan. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour le visiter, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur. L'équipe vous rappellera pour déterminer avec vous précisément le moment de votre visite. En tout cas, merci beaucoup Michel et Jean-Pierre pour cette visite dans ce très très bel endroit. C'était avec plaisir. On a pu discuter avec passion de ces différents objets. Merci encore à vous. Est-ce qu'il y a des événements à retenir ou à venir? Nous organisons donc Festif d'antan une fois tous les 2 ans, mais après nous faisons des découvertes pour les clubs de véhicules anciens ou d'autres clubs, des clubs de marche, avec une petite journée sympathique, visite et grillade dans la mesure du possible sur des petits groupes. Bon, très bien. Donc on reste en contact. Je le rappelle aux auditeurs qui veulent continuer à rester en contact avec le Conservatoire des outils et objets d'antan. Il suffit de suivre la page Facebook et vous aurez toutes les informations et puis aussi toute l'actualité de ce lieu. Merci à vous en tout cas. Merci. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine, Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.